À la prochaine intersection, je peux tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois tourner à droite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette rue à sens unique, la signalisation annonce le croisement à venir. Le panneau carré bleu en haut indique qu'à la prochaine intersection, la chaussée restera à sens unique pour les véhicules motorisés, tout en devenant à double sens pour les cyclistes et autres engins de déplacement. À la prochaine intersection, je devrais obligatoirement tourner à droite. Le panneau rond barré avec une flèche pointant à gauche confirme cette information. Il s'agit d'une interdiction de tourner à gauche. En dessous, le panonceau Sauf vélo annonce que l'interdiction de tourner à gauche ne concerne pas les cyclistes et autres engins de déplacement personnel. À la prochaine intersection, je peux tourner à gauche. Réponse B, non. Je dois tourner à droite. Réponse C, oui. Réponse B et C. En continuant tout droit, je dois céder la priorité à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. À droite, le panneau triangle avec une croix indique une priorité à droite. Sa couleur orange signifie qu'il est temporaire et que des travaux sont en cours. Il remplace actuellement un feu tricolore. Dans cette situation, la signalisation m'oblige à céder la priorité aux véhicules s'engageant à droite, en particulier si je continue tout droit. Méfiez-vous, lorsque vous voyez un panneau de priorité à droite, ralentissez et assurez-vous qu'aucun véhicule n'est en train d'arriver. En continuant tout droit, je dois céder la priorité à droite. Réponse A, oui. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Je m'apprête à rejoindre l'axe principal. L'intersection est régulée par un stop. Même s'il paraît logique de suivre le véhicule de devant et de passer, le code de la route est clair. À un stop, vous avez l'obligation de marquer l'arrêt. Votre véhicule doit s'immobiliser complètement avant de s'engager. Méfiez-vous, à l'épreuve de la conduite, griller un stop constitue une faute éliminatoire. De plus, vous risquez un retrait de 4 points et une amende de 135 €. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. La signalisation annonce le début d'une. Réponse A, autoroute. Réponse B, route à accès réglementé. Le panneau bleu à droite indique l'entrée d'une autoroute. Pour information, le cartouche en dessous 3,8 indique le point kilométrique de l'autoroute sur laquelle je m'apprête à entrer. À partir d'ici, la limitation de vitesse change. Par temps sec, elle est limitée à 130 km/h maximum et à 110 km/h par temps de pluie. À noter, les jeunes conducteurs sont limités à 110 km/h maximum tout au long de leur période probatoire. À ne pas confondre avec le panneau indiquant l'entrée d'une route à accès réglementé. Contrairement à une autoroute, une route à accès réglementé est limitée à 110 km/h maximum par temps sec et 100 km/h par temps de pluie, tandis que les conducteurs en période probatoire restent limités à 100 km/h. À savoir, contrairement à une autoroute, une route à accès réglementé est gratuite. La signalisation annonce le début d'une. Réponse A,
Autoroute. Je circule actuellement sur l'autoroute. Réponse A, A43. Réponse B, A46. Dans 1800 mètres, la signalisation annonce. Réponse C, une sortie. Réponse D, une bifurcation. Le panneau à droite est de couleur bleue, il s'agit donc d'une autoroute. Le cartouche rouge A43 en haut indique que je circule actuellement sur l'autoroute numéro A43. En continuant dans cette direction, je pourrais rejoindre Chambéry ou Grenoble. Tout en bas, le panneau m'annonce que dans 1800 mètres, c'est-à-dire dans 1 km et 800 mètres, je pourrais bifurquer sur l'autoroute A46. Autrement dit, dans 1800 mètres, j'aurai la possibilité de changer de direction et d'autoroute tout en restant sur le réseau autoroutier. Le panneau indique également que dans 1800 mètres, je pourrais rejoindre l'aire de repos de Saint-Priestre, puis continuer ma route sur l'autoroute A43. À ne pas confondre avec un panneau de sortie d'autoroute qui est généralement de couleur blanche. Je circule actuellement sur l'autoroute réponse A, A43. Dans 1800 mètres, la signalisation annonce. Réponse D, une bifurcation. Réponse A et D. Circulant en agglomération, la chaussée va être rétrécie dans. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Elle va rétrécir du côté. Réponse C, gauche. Réponse D, droit. Un panneau triangle annonce un danger. Ils sont implantés à environ 50 mètres du danger en agglomération et à 150 mètres hors agglomération. Il existe 3 types de panneaux annonçant un rétrécissement de la chaussée. Le rétrécissement de chaussée du côté gauche, le rétrécissement par la gauche et la droite et le rétrécissement du côté droit. Circulant en agglomération, la chaussée va être rétrécie dans réponse A, 50 mètres. Elle va rétrécir du côté. Réponse C, gauche. Réponse A et C. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette série du Code de la route. Abonne-toi pour ne pas louper les nouvelles séries et mets un like pour soutenir la chaîne. Allez, on continue. Question 7. Avant ce panneau, le stationnement est réponse A, payant. Réponse B, gratuit. Ce panneau annonce une fin de zone de stationnement à durée limitée contrôlée par disque. Ils sont placés en fin de zone bleue. Cela signifie qu'avant ce panneau, le stationnement est gratuit à condition d'afficher un disque de stationnement sur le tableau de bord du véhicule. Le disque de stationnement est un petit carré bleu qui sert à indiquer l'heure d'arrivée lorsqu'on se stationne en zone bleue. Le temps de stationnement y est limité à 1h30 maximum lorsque la durée n'est pas spécifiée. Cependant, cette durée peut varier selon les communes. La durée maximale autorisée est généralement indiquée par des panneaux en entrée de zone. Se stationner en zone bleue sans disque de stationnement est sanctionné d'une amende de 35 €. Avant ce panneau, le stationnement est, réponse B, gratuit. Ce panneau annonce, réponse A, une interdiction de circuler sur cette voie, réponse B, un changement de limitation de vitesse. Ce panneau indique la fin d'une route à accès réglementé. Une route à accès réglementé, souvent appelée voie rapide ou voie express, est un type de voie autorisée à certaines catégories de véhicules uniquement. La vitesse y est souvent limitée à 110 km/h et 100 km/h pour les conducteurs en permis probatoire. Ce panneau annonce réponse B, un changement de limitation de vitesse.
À ce croisement, je bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce panneau bleu carré indique que vous avez la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Le véhicule arrivant de l'autre côté rencontrera ce panneau. Il doit donc s'arrêter et me laisser passer. À ce croisement, je bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A, oui. Pour régler mon siège, j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Réponse A, oui. Réponse B, non. Voici comment régler correctement le siège conducteur en utilisant les pédales. Appuyez à fond sur la pédale d'embrayage avec votre jambe gauche, pédale de gauche avec le talon au sol. Si vous conduisez une voiture à boîte automatique, servez-vous de la pédale de frein. Puis réglez la position avant-arrière du siège. La jambe gauche doit rester légèrement fléchie sans être tendue lorsque vous enfoncez complètement l'embrayage. Les hanches doivent rester en contact avec le dossier sans que le dos ne se décolle. Pour rappel, l'ordre de réglage correct à effectuer au poste de conduite est siège, volant, rétroviseur, ceinture de sécurité. Pour régler mon siège, j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Réponse A, oui. Les feux de croisement éclairent de façon asymétrique. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ils doivent éclairer sur une distance minimale de 30 mètres. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de croisement éclairent de façon asymétrique. Ils éclairent différemment de chaque côté. Le phare gauche a un faisceau lumineux plus court pour éviter d'éblouir les conducteurs arrivant en face. Le phare droit a un faisceau lumineux plus long, ce qui permet d'éclairer plus loin du côté droit de la chaussée. Sur un véhicule, il existe 3 types de feux avant. Les feux de brouillard avant, les feux de croisement et les feux de route. Les feux de brouillard avant servent à améliorer la visibilité latérale en cas de brouillard dense ou de fortes intempéries. Ils éclairent de façon basse et large. Les feux de croisement, ils sont obligatoires dès la tombée de la nuit, partant de pluie, de neige, de brouillard ou dans un tunnel. Ils éclairent la chaussée sans éblouir les conducteurs venant en sens inverse et doivent avoir une portée minimale de 30 mètres. Les feux de route, aussi appelés plein phare. De nuit, ils sont obligatoires sur les routes hors agglomération sans éclairage. Ils doivent obligatoirement être coupés en cas de croisement avec un usager arrivant en face, c'est-à-dire repasser en feu de croisement. Ils doivent avoir une portée minimale de 100 mètres. Les feux de croisement éclairent de façon asymétrique. Réponse A, oui. Ils doivent éclairer sur une distance minimale de 30 mètres. Réponse C, oui. Réponse A et C. S'arrêter ou stationner devant un panneau de signalisation ou une intersection bloquant la visibilité est réponse A, toléré, réponse B, dangereux, réponse C, puni d'une amende de 135 €. S'arrêter ou stationner devant un panneau de signalisation comme un panneau stop ou à une intersection est dangereux car cela bloque la visibilité des autres usagers. Cette infraction est punie d'une amende de 135 €. Cela peut provoquer des accidents en empêchant les autres conducteurs de bien voir la route ou les autres véhicules qui arrivent. S'arrêter ou stationner devant un panneau de signalisation ou une intersection bloquant la visibilité est réponse B, dangereux, réponse C, puni d'une amende de 135 €. Réponse B et C. Le système de contrôle de pression des pneus signale un manque de pression. Réponse A, oui. Réponse B, non. Indique leur état d'usure. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Ce système ne mesure pas l'état d'usure des pneus, il mesure, grâce à des capteurs, l'état de pression des pneus. Si un pneu manque d'air, ce voyant s'allume sur le tableau de bord. En cas d'alerte, arrêtez-vous dès que possible pour ajuster la pression. Le niveau de pression est souvent indiqué dans le manuel du véhicule ou une étiquette à l'intérieur de la portière du conducteur. Conduire avec des pneus sous-gonflés peut allonger les distances de freinage, augmenter la consommation de carburant et réduire la stabilité du véhicule. Le système de contrôle de pression des pneus signale un manque de pression. Réponse A, oui. Indique leur état d'usure. Réponse D, non. Réponse A et D. Il est recommandé d'augmenter la pression des pneus lorsque, réponse A, les pneus sont chauds. Réponse B, les pneus sont froids. Lorsque les pneus sont chauds, la chaleur due au frottement de la route augmente la pression des pneus, ce qui fausse la mesure et pourrait amener à un surgonflage. Il est important de le faire lorsque les pneus sont froids, c'est-à-dire après que le véhicule soit resté longtemps à l'arrêt ou après avoir roulé moins de 3 km. Il est recommandé de vérifier la pression au moins une fois par mois et avant un long trajet. Si vous ne connaissez pas la pression à appliquer aux pneus, une étiquette indiquant le niveau de pression est généralement collée sur la portière ou dans le manuel du véhicule. Petite astuce, pensez à prendre des gants. Généralement, les pneus sont sales. Les gants vous protégeront et vous éviteront de vous salir les mains. Il est recommandé d'augmenter la pression des pneus lorsque, réponse B, les pneus sont froids. Je suis autorisé à dépasser les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une route à deux voies affectées au même sens de circulation. Le panneau rond à gauche est un panneau d'interdiction de dépasser. Il signale aux usagers de la route qu'ils ne sont pas autorisés à dépasser les véhicules à moteur, à l'exception des deux roues. En dessous, le panonceau 3,5 tonnes précise à qui s'adresse cette interdiction. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à dépasser. On pourrait alors se demander pourquoi ne pas utiliser directement un panneau d'interdiction de dépasser spécifique aux camions de plus de 3,5 tonnes. La raison est simple, les utilisateurs de caravanes, de camping-cars ou de remorques de plus de 3,5 tonnes pourraient ne pas comprendre qu'ils sont également concernés par cette signalisation. Pour rappel, avec le permis B, le poids maximal autorisé de votre véhicule ne doit pas excéder 3,5 tonnes. Je suis autorisé à dépasser les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Réponse A, oui. Lorsque je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je porte mon attention en priorité. Réponse A, à gauche. Réponse B, à droite. Lorsque l'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, les véhicules arrivent de la gauche. En effet, la circulation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est donc crucial de vérifier en priorité le côté gauche afin de s'assurer qu'aucun véhicule n'arrive avant de s'engager. Lorsque je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je porte mon attention en priorité. Réponse A, à gauche. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je cède le passage au cycliste. Réponse C, je place mon pied sur la pédale de frein.
Je circule sur une route où une piste cyclable se termine et rejoint ma chaussée. Devant moi, un bus encombre la circulation et 2 cyclistes s'apprêtent à s'engager sur la route. La règle est simple, les cyclistes sortant d'une piste cyclable qui se termine ont la priorité sur les véhicules arrivant derrière eux. Dans ces conditions, je ralentis et je place mon pied sur la pédale de frein. De plus, il est inutile de klaxonner. Cela pourrait déstabiliser les cyclistes et créer une situation de stress inutile. Dans cette situation, réponse B, je cède le passage aux cyclistes. Réponse C, je place mon pied sur la pédale de frein. Réponse B et C. Cette commande permet de désactiver. Réponse A, l'airbag conducteur. Réponse B, l'airbag passager. Réponse C, l'ensemble des airbags du véhicule. Cette commande permet de désactiver l'airbag passager. Cela est obligatoire lorsqu'un siège bébé est installé à l'avant. Rappelez-vous, le déclenchement d'un airbag peut être extrêmement dangereux. Cette commande permet de désactiver, réponse B, l'airbag passager. Avec mon permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h. Je circule sur une route. Réponse C, nationale. Réponse D, départementale. Je circule sur une route à double sens de circulation sans séparateur central. Habituellement, la vitesse y est limitée à 80 km/h, mais sur cette portion, elle est rehaussée à 90 km/h. Avec mon permis probatoire, les limitations de vitesse sont réduites. Sur cette voie, je ne dois pas dépasser 80 km/h. Faites attention, un excès de vitesse inférieur à 10 km/h est pénalisé de la même manière qu'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Si vous roulez à 90 km/h au lieu de 80, vous risquez une amende de 68 € et le retrait d'un point. N'oubliez pas, si vous perdez ne serait-ce qu'un point pendant votre période probatoire, votre capital maximal de points restera limité à 6 jusqu'à la fin de cette période. En bas, à droite de l'image, la borne kilométrique indique que je circule sur la route départementale 994. Avec mon permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 80 km/h. Je circule sur une route, réponse D, départementale. Réponse A et D. En cas d'accident, je dois, réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, alerter, protéger, secourir. Réponse C, secourir, protéger, alerter. Réponse D, protéger, alerter, secourir. En cas d'accident, il faut d'abord protéger les lieux de l'accident en évitant que d'autres véhicules soient impliqués, par exemple en mettant en place des triangles de présignalisation. Ensuite, il est crucial d'appeler les secours, c'est-à-dire appeler les numéros d'urgence comme le 112, le 15, le 17 ou le 18 pour signaler l'accident. Enfin, si c'est possible et sans danger pour vous, vous pouvez secourir les victimes en leur apportant les premiers soins de base en attendant l'arrivée des secours. En cas d'accident, je dois, réponse D, protéger, alerter, secourir. Sur un parking, le stationnement en diagonale s'appelle, réponse A, un stationnement en créneau. Réponse B, un stationnement en bataille. Réponse C, un stationnement en épi. Le stationnement en diagonale tel que celui que vous voyez sur l'image s'appelle un stationnement en épi. Contrairement au stationnement en créneau qui est parallèle à la chaussée ou au stationnement en bataille qui est perpendiculaire à la chaussée, le stationnement en épi se fait en biais, souvent à un angle de 45 degrés par rapport à la bordure du trottoir ou de la chaussée.
Il est souvent utilisé dans les parkings pour faciliter les manœuvres d'entrée et de sortie des véhicules. Sur un parking, le stationnement en diagonale s'appelle, réponse C, en épi. L'avertisseur de sortie de fil à fil se déclenche si je n'ai pas mis mon clignotant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Est un élément de sécurité active. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'avertisseur de sortie de fil à fil se déclenche lorsque le véhicule dévie de sa trajectoire sans l'utilisation du clignotant. Cela signifie que si vous changez de voie sans indiquer votre intention, ce système émettra une alerte sonore, visuelle ou vibratoire pour vous rappeler de corriger votre trajectoire. C'est un outil conçu pour prévenir les accidents dus à la somnolence ou à l'inattention, en vous aidant à rester dans votre voie de circulation. Attention, changer de fil sans mettre son clignotant est passible d'une amende de 35 € et d'une perte de 3 points. Ce système est bien un élément de sécurité active, car il agit en temps réel pour prévenir des situations dangereuses, à l'inverse de la ceinture de sécurité ou de l'airbag, qui sont des systèmes de sécurité passive. L'avertisseur de sortie de fil à fil se déclenche si je n'ai pas mis mon clignotant, réponse A, oui, est un élément de sécurité active, réponse C, oui, réponse A et C. À partir de ce panneau, hors permis probatoire, la limitation de vitesse des usagers circulant en sens inverse est de réponse A 80 km/h, réponse B 90 km/h. Dans cette situation, pour les conducteurs circulant en sens inverse et qui ne sont pas en période probatoire, la limitation de vitesse est rehaussée à 90 km/h. Dans cette situation, ce panneau de créneau de dépassement modifie donc la vitesse maximale autorisée dans le sens opposé. À noter, ces routes à double sens de circulation sans séparateur central sont généralement limitées à 80 km/h, sauf indication contraire. À partir de ce panneau hors permis probatoire, la limitation de vitesse des usagers circulant en sens inverse est de réponse B 90 km/h. Je suis autorisé à dépasser par la droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dépasser par la gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur une autoroute, il est toujours interdit de dépasser par la droite. Le dépassement doit toujours s'effectuer par la gauche, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple si la file de gauche est plus lente à cause de la densité du trafic. Donc attention, le dépassement par la droite est sanctionné d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points. Je suis autorisé à dépasser par la droite. Réponse B, non. Dépasser par la gauche. Réponse C, oui. Réponse B et C. La carte du permis de conduire doit être renouvelée tous les réponse A, 5 ans. Réponse B, 10 ans. Réponse C, 15 ans. Le permis de conduire de catégorie B est valable 15 ans. Après 15 ans, son renouvellement est une démarche administrative gratuite, sans examen médical ni conduite. Il permet de mettre à jour votre adresse postale ainsi que votre photo. Une planche de photo d'identité conforme coûte en moyenne 12 €. Attention, si votre permis de conduire a été perdu ou volé, la démarche pour obtenir un nouveau permis implique des frais. Pour un permis perdu, vous devez commencer par réaliser une déclaration de perte sur le site de la NTS, Agence nationale des titres sécurisés. En cas de vol, la déclaration doit être faite auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie afin d'obtenir une déclaration de vol. Avec la déclaration de perte ou de vol, rendez-vous sur le site de la NTS pour demander un nouveau permis.
Vous devrez fournir des pièces justificatives, telles qu'un justificatif d'identité et de domicile. Dans ce cas, le renouvellement du permis coûte 25 €. La carte du permis de conduire doit être renouvelée tous les, réponse C, 15 ans. Le conducteur du véhicule rouge ouvre sa portière correctement. Réponse A, oui. Réponse B, non. En cas d'accident, il sera responsable quel que soit le type d'utilisateur impliqué. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le conducteur du véhicule rouge a ouvert sa portière sans contrôler son rétroviseur. Quand vous êtes au volant, soyez toujours vigilant lorsque vous ouvrez la portière. Il est d'ailleurs recommandé d'ouvrir la porte avec la main opposée, c'est-à-dire avec la main droite. Si un conducteur crée un accident en ouvrant sa portière, comme par exemple avec un cycliste ou une trottinette, il sera considéré d'office comme responsable. Prenez l'habitude de toujours contrôler l'espace autour de vous avant de sortir de votre véhicule. Le conducteur du véhicule rouge ouvre sa portière correctement. Réponse B, non. En cas d'accident, il sera responsable quel que soit le type d'utilisateur impliqué. Réponse C, oui. Réponse B et C. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont vulnérables en raison. Réponse A, de leur stabilité limitée. Réponse B, de leur petite taille. Réponse C, de leur temps de réaction plus lent. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont particulièrement vulnérables sur la route pour plusieurs raisons. D'abord, leur stabilité est limitée car ils n'ont que 2 roues et peuvent être déstabilisés facilement. Ensuite, leur petite taille les rend moins visibles pour les autres usagers de la route, notamment les conducteurs de voitures ou camions. Enfin, le temps de réaction demeure approximativement d'1 seconde, indépendamment du type de véhicule conduit. À noter, lors d'un accident impliquant un véhicule motorisé, un piéton ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel motorisé EDPM, la responsabilité est incombée par défaut à l'automobiliste. Pour s'exonérer de cette responsabilité, le conducteur du véhicule doit démontrer que le piéton ou l'utilisateur de l'EDPM a commis une faute inexcusable ou intentionnelle. En l'absence de telles preuves, l'automobiliste sera considéré comme responsable de l'accident. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont vulnérables en raison, réponse A, de leur stabilité limitée, réponse B, de leur petite taille, réponse A et B. Conduire avec les vitres ouvertes augmente significativement la consommation de carburant en ville. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur l'autoroute, réponse C, oui. Réponse D, non. En ville, à faible vitesse, entre 30 et 50 km/h, ouvrir les vitres n'augmente pas beaucoup la consommation car la résistance à l'air est faible. Sur l'autoroute, à 110 ou 130 km/h, c'est différent. Les vitres ouvertes créent une résistance à l'air importante, ce qui force le moteur à consommer plus, jusqu'à 5 à 10% de carburant en plus. De plus, rouler à cette vitesse les vitres ouvertes expose vos oreilles à un niveau sonore élevé. Une exposition prolongée à ce niveau sonore peut entraîner des troubles, voire une perte auditive. Conduire avec les vitres ouvertes augmente significativement la consommation de carburant en ville. Réponse B, non. Sur l'autoroute, réponse C, oui. Réponse B et C. Parmi ces balises, laquelle annonce un virage?
Pour obtenir votre code de la route, il est essentiel de connaître la signification des balises. La balise numéro 1 annonce un virage sur route fréquemment enneigée. Sa partie supérieure est de couleur rouge afin de renforcer sa visibilité lorsqu'elle est recouverte de neige. La balise numéro 2 annonce elle aussi un virage. Elle est souvent installée sur les routes hors agglomération. La balise numéro 3 indique la présence d'un obstacle. Elle alerte les conducteurs d'un danger potentiel en bordure de route. Enfin, la balise numéro 4 signale une intersection. Elle est toujours installée hors agglomération. Parmi ces balises, laquelle annonce un virage? Réponse A, balise numéro 1. Réponse B, balise numéro 2. Réponse A et B. Ce type de jauge est utilisé pour déterminer le niveau. Réponse A d'huile moteur, réponse B de carburant, réponse C de liquide de refroidissement, réponse D de liquide de frein. Ce type de jauge n'est utilisé que pour l'huile moteur. Elle permet de voir facilement l'état et le niveau de l'huile du moteur. Elle possède des repères qui permettent de contrôler son niveau. Lorsque le moteur est froid et que le véhicule est sur un terrain plat, le niveau d'huile doit être compris entre les repères mini et maxi. Sur l'image, elle se situe en numéro 3. En numéro 1, on peut voir le réservoir de liquide d'essuie-glace. Il est souvent de couleur bleue. En numéro 2, il s'agit du réservoir d'huile moteur. En numéro 4, c'est le réservoir de liquide de refroidissement. Attention de ne jamais l'ouvrir lorsque le moteur est chaud. En numéro 5, il s'agit du réservoir d'huile de frein. Ce type de jauge est utilisé pour déterminer le niveau. Réponse A, d'huile moteur. Le déclenchement d'un airbag peut entraîner des blessures. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'il se gonfle, un airbag a une vitesse de réponse C, moins de 100 km/h. Réponse D, plus de 100 km/h. En cas d'accident, un airbag peut aggraver des blessures. C'est possible notamment si vous êtes installé trop près du volant. Un airbag explose et se gonfle à très grande vitesse, plus de 300 km/h, ce qui peut occasionner un choc violent si la tête se trouve dans la zone de déploiement, tellement violent qu'il peut entraîner une perte de conscience. Attention de ne poser aucun objet dans sa zone de déploiement. En cas de choc, il se transformerait en un dangereux projectile. Le déclenchement d'un airbag peut entraîner des blessures. Réponse A, oui. Lorsqu'il se gonfle, un airbag a une vitesse de, réponse D, plus de 100 km/h. Réponse A et D. Je suis au volant depuis plus de 2 heures et je ne ressens pas de fatigue. Réponse A, je m'arrête à la prochaine aire de repos. Réponse B, je m'arrêterai dès que la fatigue se fera sentir. Après 2 heures de conduite, il est normal de ne pas se sentir fatigué. Pourtant, les effets se font déjà ressentir, le temps de réaction s'allonge, le regard se fige et la concentration diminue, bien que le conducteur n'en soit pas toujours conscient. Certains conducteurs enchaînent 3, 4 heures, voire plus sans s'arrêter, ce qui est fortement déconseillé. Après 2 heures, il est essentiel de faire une pause. Une pause de 20 minutes suffit généralement pour repartir dans de bonnes conditions et éviter le risque d'endormissement. On peut lutter contre la fatigue, mais pas contre l'endormissement. Je suis au volant depuis plus de 2 heures et je ne ressens pas la fatigue. Réponse A, je m'arrête à la prochaine aire de repos. À la pompe à essence, réponse A, il est interdit de téléphoner. Réponse B, il est interdit de fumer. Réponse C, je remplis le réservoir jusqu'à ras-bord. Réponse D, je laisse le moteur en marche.
Lorsque je fais le plein d'essence, il y a des règles à respecter. Elles sont généralement affichées près de la pompe de carburant. Je ne dois pas fumer car les vapeurs de carburant pourraient s'enflammer. Je ne dois pas téléphoner car les ondes du téléphone pourraient enflammer le carburant. Je ne dois pas laisser le moteur allumé car cela créerait des risques supplémentaires et ça n'a aucun intérêt. Je ne dois pas non plus remplir le réservoir à ras-bord. Lorsque le pistolet coupe automatiquement le débit, c'est que le réservoir est plein. Remplir le réservoir au maximum créerait un risque de débordement, en particulier dans les virages et dans les ronds-points. Le phénomène est fréquent et il est particulièrement redouté par les motards. À la pompe à essence, réponse A, il est interdit de téléphoner. Réponse B, il est interdit de fumer. Réponse A et B. Des amortisseurs usés affectent la tenue de route d'un véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réduit l'adhérence des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse D, non. Des amortisseurs usés peuvent sérieusement affecter la sécurité et la performance de votre véhicule. Ils jouent un rôle crucial dans la tenue de route en absorbant les chocs et en maintenant les pneus en contact avec la chaussée. Des amortisseurs en mauvais état peuvent entraîner une perte de contrôle du véhicule, surtout dans les virages ou lors de freinages brusques, en affectant la stabilité et l'adhérence des pneus. Cela signifie que la capacité du véhicule à rester stable et à réagir correctement aux commandes du conducteur est compromise. Des amortisseurs usés affectent la tenue de route d'un véhicule. Réponse A, oui. Réduit l'adhérence des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse A et C. Le classement critère est défini selon réponse A, le type de motorisation, réponse B, l'énergie ou le carburant utilisé, réponse C, le numéro d'immatriculation, réponse D, la date de mise en circulation du véhicule. La vignette critère est un dispositif de classification environnementale des véhicules. Elle est déterminée principalement par la date de première mise en circulation, le type de motorisation du véhicule ainsi que sa source d'énergie. Cette vignette est obligatoire pour circuler dans les zones à faible émission de certaines villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Ne pas la posséder est passible d'une amende de 68 €. Elle catégorise les véhicules en 6 classes. L'échelle va de 0 à 5. Le numéro 0 représente les véhicules les plus propres, généralement électriques ou à hydrogène, jusqu'au numéro 5 désignant les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Le classement critère est défini selon réponse A, le type de motorisation, réponse B, l'énergie ou le carburant utilisé, réponse D, la date de mise en circulation du véhicule, réponse A, B et D. Un surgonflage entraîne une usure du pneu. Réponse A, numéro 1, réponse B, numéro 2, réponse C, numéro 3. Le pneu numéro 1 présente un manque de pression. La structure du pneu est plus robuste sur les angles extérieurs. Le contact avec la route se fera davantage sur cette zone. Le sous-gonflage use prématurément la bande de roulement extérieure. Dans ces conditions, le risque d'explosion du pneu est accru. Le pneu numéro 2 est usé en son centre, une usure qui apparaît lorsque le pneu a été surgonflé. La pression excessive pousse sa structure horizontalement, augmentant ainsi le frottement entre la route et la partie centrale du pneu. Le pneu numéro 3 présente un défaut de parallélisme, indiquant que les roues ne sont pas correctement alignées. Cela peut entraîner une usure inégale des pneus et affecter la stabilité ainsi que la direction du véhicule. Un surgonflage entraîne une usure du pneu, réponse B, pneu numéro 2. La profondeur minimale des structures d'un pneu ne doit pas être inférieure à réponse A 1 mm, réponse B 1,6 mm, réponse C 2 mm.
Voici les règles à connaître à propos des pneumatiques d'un véhicule. La profondeur des sculptures d'un pneu neuf. Les sculptures d'un pneu sont les rainures sur la bande de roulement. Elles servent à évacuer l'eau entre le sol et le pneu et évitent l'aquaplaning. Sur un pneu neuf, elles font en moyenne 8 mm de profondeur. Les repères de témoins d'usure. Ce sont les symboles sur le flanc du pneu. Ils indiquent l'emplacement des témoins d'usure. Ils sont souvent représentés par un triangle, les lettres T, W, I ou le logo de la marque du pneu. Les témoins d'usure, ce sont les petites bosses à l'intérieur des sculptures du pneu. Ils mesurent 1,6 mm et indiquent la limite d'usure du pneu. La profondeur minimale des sculptures d'un pneu. Ces sculptures ne doivent pas mesurer moins de 1,6 mm. La différence d'usure entre deux pneus. La différence de profondeur des sculptures des pneus montés sur le même essieu, par exemple les deux pneus avant, ne doivent pas dépasser 5 mm d'écart. Par exemple, je dois remplacer mon pneu avant du côté droit. Comme ce nouveau pneu est neuf, ces sculptures mesurent 8 mm de profondeur. Les sculptures de mon pneu gauche avant mesurent 2 mm. Donc la différence de profondeur entre les deux pneus avant est 8 mm du pneu neuf moins 2 mm du pneu existant est égal à 6 mm, donc supérieur à 5 mm de différence. Dans ce cas de figure, je dois changer les deux pneus avant. Les pneus montés sur le même essieu doivent être identiques, marque, taille ou modèle. La pression des pneus. La pression des pneus est mesurée en bar. Si votre véhicule est chargé, il est recommandé d'augmenter la pression réglementaire des pneus. Il est également recommandé de gonfler les pneus à froid, c'est-à-dire après un court trajet. Les pneus d'hiver, les chaînes à neige ou les chaussettes à neige. Ils sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars dans certaines zones montagneuses ou susceptibles d'être enneigées. Dans ces conditions, vous devez posséder l'un de ces trois équipements à bord de votre véhicule. La profondeur minimale des structures d'un pneu ne doit pas être inférieure à, réponse B, 1,6 mm. Le premier contrôle technique d'une voiture doit être effectué dans les 6 mois avant son 4e anniversaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un contrôle technique est une inspection périodique obligatoire d'un véhicule pour vérifier qu'il respecte les normes de sécurité et environnementales. Voici ce que vous devez savoir sur le contrôle technique. Le premier contrôle technique d'un véhicule doit être fait avant la 4e année de sa première mise en circulation, plus précisément à partir de 6 mois avant son 4e anniversaire. Donc le premier contrôle technique d'un véhicule doit être fait entre ses 3 ans et demi et ses 4 ans. Puis, il est à renouveler tous les 2 ans. Pour l'achat et la vente d'un véhicule, si le véhicule a moins de 4 ans, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Si le véhicule a plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois pour être acheté ou vendu. Pour les véhicules utilitaires légers VUL comme les camionnettes ou les fourgonnettes, en plus du contrôle technique à réaliser tous les 2 ans à partir de la 4e année, un contrôle anti-pollution doit également être effectué tous les ans. Où trouver la date du contrôle technique? Sur la vignette à coller sur le pare-brise. Sur le procès-verbal du contrôle, c'est le document délivré par le centre du contrôle technique. Sur le timbre autocollant collé sur le certificat d'immatriculation, qui est aussi appelé carte grise. Combien coûte un contrôle technique? De 60 à 90 € environ selon les centres. Les 3 catégories de défauts à la suite d'un contrôle technique. En cas de défaut mineur, pas de contre-visite. En cas de défaut majeur, une contre-visite est à réaliser sous 2 mois. En cas de défaut critique, le véhicule n'est plus autorisé à circuler. Combien coûte une contre-visite? De 15 € à 35 € environ. À noter, en cas de défaut majeur ou critique, vous devez effectuer les réparations à vos frais. Si le contrôle technique n'est pas à jour, en cas de contrôle des forces de l'ordre, vous risquez une amende de 135 € pouvant aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Le premier contrôle technique d'une voiture doit être effectué dans les 6 mois avant son 4e anniversaire. Réponse A, oui.
En période probatoire, je suis en infraction à partir de 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A, oui. Réponse B, non. Chaque verre servi au bar ou au restaurant représente généralement la même quantité d'alcool pur, soit environ 10 grammes. Cette quantité est appelée verre standard ou unité d'alcool. Donc un verre de whisky contient la même dose d'alcool qu'un verre de bière. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool dans le sang de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut varier en fonction de l'état de santé, le degré de fatigue ou de stress. Avec votre permis probatoire, c'est tolérance zéro. Vous n'êtes pas autorisé à consommer d'alcool en conduisant. La consommation d'un verre d'alcool représente une unité d'alcool. Cette unité peut être mesurée en taux d'alcool par litre d'air expiré. Un verre d'alcool correspond à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Cette unité peut également être mesurée en taux d'alcool dans le sang. Un verre d'alcool correspond à 0,20 g d'alcool par litre de sang. En période probatoire, la consommation d'un verre, c'est-à-dire une unité d'alcool, est une infraction. Vous risquez une amende et une perte de 6 points. Comme vous disposez de 6 points la première année de votre permis, vous risquez une annulation de permis. Contrairement aux conducteurs novices, les conducteurs expérimentés, ayant terminé leur période probatoire, sont autorisés à conduire en ayant consommé un verre standard d'alcool. La consommation de 2 verres ou 2 unités d'alcool correspond à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Cela reste une infraction. L'ensemble des conducteurs risque un retrait de 6 points, une amende et une suspension de permis. À partir de 3 verres, c'est-à-dire 0,80 g d'alcool par litre de sang, vous commettez un délit. Vous risquez d'être jugé au tribunal ainsi qu'un risque d'inscription sur votre casier judiciaire. Ce délit est passible d'un retrait de 6 points, une amende, une annulation de permis et une peine de prison. Rappelez-vous simplement qu'en période probatoire, vous n'êtes pas autorisé à consommer d'alcool et que vous risquez une annulation de permis, en particulier la première année après l'obtention de votre permis. En période probatoire, je suis en infraction à partir de 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A, oui. Le retrait maximal de points pour une infraction est de réponse A, 6 points. Réponse B, 8 points. Le retrait maximal de points pour plusieurs infractions simultanées est de réponse C, 6 points. Réponse D, 8 points. Dans le code de la route, les retraits de points et les amendes sont fixés par des contraventions, classées de 5 niveaux de gravité. Les contraventions de première classe, ce sont les infractions les plus légères. Par exemple, un défaut de paiement sur un stationnement ou arrêt non autorisé. L'amende varie de 11 à 17 € et aucun point n'est retiré. En contravention de deuxième classe, on trouve des infractions comme changer de direction sans clignotant, ne pas avoir le disque A pour les permis probatoires ou stationner de manière gênante. L'amende est de 35 € et certaines infractions retirent des points. Par exemple, changer de direction sans clignotant peut coûter 3 points. Les contraventions de troisième classe, on passe à des infractions plus sérieuses, comme un excès de vitesse de moins de 20 km/h sur une route hors agglomération limitée à plus de 50 km/h, conduire de façon inappropriée, manœuvre acrobatique ou circuler avec un véhicule sans essuie-glace. L'amende est de 68 € avec un retrait pouvant aller jusqu'à 2 points. Les contraventions de quatrième classe, ici on parle d'infractions majeures, comme un excès de vitesse de moins de 20 km/h en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ne pas respecter un stop ou un feu rouge ou téléphoner au volant. L'amende monte à 135 € et vous pouvez perdre jusqu'à 6 points.
Par exemple, téléphoner au volant coûte 3 points, mais conduire avec une alcoolémie entre 0,5 et 0,8 g par litre d'alcool dans le sang coûte 6 points d'un coup. Méfiez-vous, la première année du permis probatoire compte 6 points. Si vous perdez 6 points la première année, le solde de points tombe à 0. Le permis est invalidé avec un délai de 6 mois pour pouvoir repasser le code et le permis. Vous devrez également passer un examen médical et un test psychotechnique à vos frais. Les contraventions de 5e classe, ce sont les infractions les plus graves, comme un excès de vitesse supérieur à 50 km/h ou conduire sans permis ou sans assurance. Contrairement aux classes 1 à 4 qui ont des amendes forfaitaires fixes, les infractions de 5e classe n'ont pas de montant prédéfini et sont jugées par un tribunal. Le juge fixe l'amende qui peut atteindre 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive, en plus de sanctions complémentaires comme un retrait de points, une suspension de permis ou la confiscation du véhicule. À savoir, il existe une autre catégorie plus sévèrement sanctionnée, ce sont les délits, comme par exemple conduire sous l'influence d'alcool supérieur à 0,8 g par litre de sang, conduire sous stupéfiant ou refuser un contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiant. Comment les points se récupèrent et sous quelles conditions? Il est possible de perdre jusqu'à 8 points d'un coup en accumulant les infractions. Par exemple, vous téléphonez, moins 3 points, sans ceinture de sécurité, moins 3 points, en commettant un excès de vitesse, moins 2 points. Comment fonctionne la récupération de points? Si vous perdez 1 point comme un excès de vitesse léger, vous le récupérez automatiquement au bout de 6 mois, à condition de ne commettre aucune autre infraction entre la date de l'infraction et les 6 mois qui suivent. Dans le cadre d'une infraction de classe 2 ou 3, il faudra attendre 2 ans sans nouvelle infraction pour les récupérer. Dans le cadre d'une infraction de classe 4 ou 5, vous devrez attendre 3 ans sans commettre de nouvelles infractions. Attention, si vous commettez une nouvelle infraction pendant ces délais, le compteur repart à 0. Le nouveau délai de récupération pour l'ensemble des points perdus se base sur la date de la dernière infraction commise. La récupération de points au bout de 10 ans. Les points que vous avez perdus il y a 10 ans jour pour jour vous sont restitués automatiquement uniquement pour les contraventions de classe 1 à 4. À noter, la période probatoire dure 3 ans avec un apprentissage classique ou 2 ans avec un apprentissage anticipé. Dans les deux cas, le permis démarre à 6 points, puis 2 points s'ajoutent par an, ou 3 points pour les conducteurs ayant passé leur conduite en anticipé. À la fin de la période probatoire, le permis passe automatiquement à 12 points, à condition de ne pas avoir eu de retrait de points durant cette période. La suspension de l'augmentation de points annuelle. Une règle importante à connaître en période probatoire, si vous perdez des points au cours d'une année probatoire, vous n'augmentez plus votre capital de 2 points supplémentaires par année. Par exemple, si vous perdez 1 point la première année de votre permis probatoire, le processus se bloque. La deuxième année reste plafonnée à 6 points maximum au lieu de 8 points. La spécificité du permis probatoire. En tant que jeune conducteur, si vous perdez 3 points ou plus en une infraction, comme téléphoner au volant, 3 points, vous devrez obligatoirement suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage coûte environ 200 €, dure 2 jours, doit être réalisé dans les 4 mois suivant l'infraction et vous permet de récupérer jusqu'à 4 points. Le retrait maximal de points pour une infraction est de réponse A 6 points. Le retrait maximal de points pour plusieurs infractions simultanées est de réponse D 8 points. Réponse A et D.